Mesdames, Messieurs, on m'a demandé de vous parler des protocoles actuels pour le traitement par laser endoveineux des varices des membres inférieurs. Il faut savoir que les techniques endoveineuses ont été développées depuis 1997 avec la première publication sur closure au congrès de l'American College de Phlebology à Palm Springs, et que dans les années 98-99 est arrivé le laser endoveineux avec les publications de Carlos Bonnet. Quels sont les protocoles actuels de traitement? Eh bien, je ne vous parlerai pas des voies d'abord, qui doivent être généralement faites soit par ponction directe sous échographie, soit par dénudation en cas d'impossibilité de la ponction, ni de l'utilisation d'un cathéter pour permettre l'introduction d'une fibre optique dans la grande veine saphène. Néanmoins, il est indispensable de faire un contrôle échographique de la progression de la fibre optique dans la lumière veineuse et de ne pas utiliser d'amplis de brillance comme ça a été fait dans certains cas. Revenons sur quelques définitions qui semblent importantes puisque l'objet de cette communication est surtout de donner des protocoles concernant la délivrance des fluences et de l'énergie par laser. D'abord, laser veut dire Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. C'est une énergie qui est exprimée toujours en joules, une densité d'énergie ou une fluence qui est exprimée en joules par centimètre carré de saphène, et la puissance est toujours exprimée en watts, qui est définie en joules par seconde. En fait, on parle beaucoup de puissance délivrée lors d'un traitement par laser endoveineux, qui est généralement exprimée en joules par centimètre de saphène traité. Alors, le mécanisme d'action, c'est la délivrance donc, de cette énergie par une fibre optique laser qui est reliée à un appareil et qui entraîne une importante altération des tissus, particulièrement au niveau de l'endothélium, mais également au niveau de la média, qui ultérieurement sera transformée en un tissu fibreux. Cette publication en 2002 de Steve Zimet qui a montré que le laser déclenchait une énergie relativement importante puisque la température à l'extrémité de la fibre était de 729 degrés, vous voyez que c'est très élevé, à distance de la fibre 93 degrés et 38 degrés seulement au niveau de la peau, voire 40 degrés dans certains cas si la saphène est très proche de la peau. Il y a plusieurs mécanismes d'action et là, il y a vraiment une certaine polémique entre ceux qui traitent des saphènes pleines de sang et ceux qui veulent traiter des saphènes vides. Là, il y a donc deux théories, celle de la théorie de l'ébullition et la théorie du contact direct. Ici, c'est un travail de Probst qui a montré que, en fait, il fallait utiliser la présence de sang dans la veine pour délivrer l'énergie qui permettait d'obtenir un contact important de la fibre optique avec la paroi veineuse. Et vous voyez qu'il a réalisé deux types d'expériences. Un traitement d'une veine qui était pleine d'eau, et là, il obtient des lésions pariétales uniquement au niveau de la zone de tir, avec une brûlure et parfois une perforation de la veine. Et puis, il a délivré également de l'énergie laser dans une veine qui était pleine de sang. Et là, grâce à l'effet chromophobe du sang, il y a des lésions pariétales au niveau de la zone de tir, plus des lésions circonférentielles à distance. L'ensemble obtenant une fibrose de la paroi. Et la deuxième théorie, c'est celle de la théorie du contact direct de la fibre optique avec la paroi. Et là, on estime que, en fait, c'est une brûlure liée à l'énergie laser et qui est dispensée au niveau de la veine sans formation du thrombus. Et pour certains auteurs, on dit qu'il faut mieux obtenir une fibrose directe sans thrombose puisqu'il n'y a pas de sang. C'est la raison pour laquelle certaines positions sont recommandées. Il y a d'ailleurs des études qui montrent que les résultats sont meilleurs lorsque le patient est en Trendelenburg, jambes surélevées, donc une veine vide. D'autre part, nous utilisons quotidiennement une anesthésie par tumescence qui est fondamentale dans le traitement, qui permet à la fois de limiter la diffusion de la chaleur dans les tissus périveineux, mais également qui permet par compression de diminuer le calibre de la lumière veineuse et donc d'obtenir un meilleur contact entre la fibre optique et la paroi veineuse. D'autre part, dans certains cas, comme nous le faisons, nous utilisons le système de l'aspiration grâce à une grosse seringue dans le cathéter, de façon à, durant la période de tir, à vider la veine de sang.
Donc ces deux théories s'affrontent. L'avantage du laser, c'est que c'est une fibre optique qui peut être montée facilement. Elle est de petit calibre. Généralement, elles font 600 microns. Et elles sont montées dans la SAFEN. Et les indications, pour nous, sont représentées par la grande SAFEN. Et nous avons maintenant de grandes séries sur le traitement des petites SAFEN. Et les calibres sont de traitement dans les indications supérieures à 7 mm, inférieures à 20 mm. Pourquoi supérieures à 7 mm? Parce que les calibres inférieurs à 7 mm restent pour nous de très bonnes indications pour la sclérothérapie éco-guidée à la mousse. Vous voyez ici les résultats des publications de traitement de la grande SAFEN qui obtiennent, vous voyez, des résultats relativement proches des 95 à 100%, sauf notre série où nous avons 87,6%, mais il faut savoir que nous avons inclus dans les résultats les perdus de vue, ce qui a fait chuter donc les statistiques. Même série pour le traitement de la petite veine SAFEN, vous voyez qu'on a des résultats qui sont quand même très satisfaisants, et ceci sur des follow-up relativement longs qui vont de 6 mois à 12 mois. Et lorsque l'on obtient une réduction de calibre importante de la SAFEN, eh bien on peut estimer que celle-ci ne sera pas recanalisée, comme c'est le cas avec la sclérothérapie. Alors, il y a une étude intéressante de Rasmussen qui a comparé le traitement endoveineux par laser à la crossectomie et les veinages. Et vous voyez que cette étude conclut que les résultats sont totalement similaires quant au temps de reprise d'activité socio-professionnelle ou d'activité de travail. Et seule chose, c'est qu'il semble que les douleurs après crossectomie et veinage dans cette étude à J+2 soit plus importante qu'avec le laser. C'est la seule différence statistiquement significative. Sinon, il n'y a absolument pas de différence entre les deux. Alors, il y a des protocoles qui sont variables, bien entendu, puisqu'il y a des machines qui sont variables. Et vous voyez qu'ici, il y a de nombreuses longueurs d'ondes qui ont été développées par les industriels. Ça a commencé avec Carlos Bonnet, le 810, après 940, 980 de chez Biola-High-Tech. Et puis, se sont développées d'autres longueurs d'onde avec le 1064, le 1320, qui sont d'ailleurs des lasers YAG et non plus des lasers diodes. Donc c'est très difficile de standardiser et d'avoir des protocoles à partir du moment où on a des longueurs d'onde différentes et des modalités de tir qui peuvent être différentes. Car certains auteurs utilisent le mode pulsé avec un temps de repos qui est variable de 1,5 secondes, un temps de pulse qui est de 0,5 à 2 secondes dans toutes les études, donc qui est très variable, alors que d'autres auteurs maintenant utilisent le mode continu avec un retrait progressif de la fibre optique. Et ce que l'on constate, c'est que l'énergie nécessaire en mode pulsé est moins importante qu'un mode continu, ce qui est logique, car si on utilise une énergie trop importante en 2 points de tir, eh bien on peut avoir une perforation de la veine SAFEN. Également, il y a des variantes sur les paramètres de tir, car certains auteurs utilisent des puissances faibles, 8 watts par exemple, en mode discontinu avec un temps de 3 secondes, alors que d'autres utilisent du 30 watts en mode continu. Donc vous voyez que là aussi, en fonction des pratiques, eh bien, il y a des variantes. En mode pulsé, la durée varie toujours de 1 à 3 secondes. L'affluence et la puissance en joules, on l'a déjà dit, et que l'énergie est calculée en joules par centimètre de SAFEN traité, ce qui est la chose la plus importante. La vitesse de retrait de la fibre est également un paramètre important, car il faut bien sûr obtenir une brûlure tout le long de l'axe safénien de façon à éviter tout risque de recanalisation, et également en phase de perforante incontinente ou de différentes branches collatérales. Le tir doit être progressif et lent pour obtenir une fibrose complète de l'axe safénien. En mode continu, le retrait doit être très lent. En mode pulsé, il est évident qu'il faut faire 2 à 3 tirs par centimètre. Et généralement, nous avons l'habitude de calculer la longueur totale du segment safénien et de diviser par le nombre de centimètres à traiter. Certains cathéters sont gradués, ce qui favorise et facilite le calcul pour retirer la fibre optique. Probst a démontré que la quantité d'énergie était un facteur prédictif du taux d'occlusion de la grande veine SAFEN, et c'est la chose qu'il faudra retenir car c'est la chose fondamentale. Et dans de nombreuses études, on montre qu'il faut une énergie qui soit au moins de 60 joules par centimètre, qui est équivalent d'ailleurs à une fluence en centimètres carrés de 20 joules par centimètre carré, ou plus,
qui est associé à une occlusion permanente à 12 mois, et ceci reste un facteur fondamental. Dans les différentes études que nous avons publiées, je vous rappellerai celle-ci avec notre ami Alaert et Philippe Lemal. Nous avions développé et analysé les succès et les échecs, c'est-à-dire non-occlusion de Safen, en fonction de l'affluence, plutôt de la puissance délivrée par centimètre. Et vous voyez que dans 16% des cas, lorsque l'énergie est inférieure à 41,5 joules par centimètre, eh bien, il y a 16,67% d'échecs, alors que dès que l'on a des énergies supérieures à 41, 50 ou 74, il y a 100% de succès et aucune absence de recanalisation. Même travail sur plusieurs mois, et vous voyez qu'il faut, pour avoir un succès, des énergies qui soient au-dessus de 50. On rejoint les travaux de Probst qui dit qu'il faut avoir 60 joules par centimètre de Safen traité. Ici, dès qu'on a 32, 34, eh bien, on a des recanalisations qui surviennent dans les 6 mois. Alors, quel est le protocole standardisé que l'on peut retenir dans le laser endoveineux? Eh bien, que le facteur déterminant est la puissance totale qui doit être délivrée en joules par centimètre. Elle doit impérativement être supérieure à 60 joules par centimètre. Habituellement, nous mesurons l'axe saphénien et nous faisons le calcul en disant sur une saphène qui fait 40 cm de long qu'il faut au moins 2400 joules au total délivrés par la machine après la procédure. Elle doit être normalement inférieure à 100 joules par centimètre, car au-delà de 100 joules par centimètre, on s'expose à d'importantes réactions inflammatoires locales. Le second facteur important est l'obtention d'une incompressibilité et surtout d'une diminution du calibre de la saphène à 6 mois, qui généralement est invisible. En conclusion, contrairement à la radiofréquence, s'il est vrai que les protocoles de laser ne sont pas réellement standardisés, puisqu'il existe différents types de machines, que les modes de diffusion de l'énergie sont variables, en continu ou en discontinu, mais que le paramètre fondamental reste encore une fois que l'énergie doit être entre 60 et 100 joules par centimètre. Je vous remercie.